bienvenue David, et bienvenue deux fois en fait. Parce que c'est un peu comme si vous étiez deux fois présent ce soir, puisque vous êtes invité dans deux cycles de conférences en même temps. Un déséquilibre précis initié avec le Centre culturel suisse, et puis pratique plus critique conduit avec l'Université Paris 8. Donc soyez deux fois remerciés. Avant de vous écouter, les élèves de troisième année du département design graphique ont préparé quelque chose à votre attention, donc on va les laisser faire. Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et tous. Merci d'être là cet après-midi. Je tiens à ma foi à remercier André Baldinger, Catherine Desmet et Phil Milo pour cette double invitation à ces deux cycles de conférences, pratique critique et un déséquilibre précis, une idée qu'on a de la Suisse. Je suis très honoré parce que j'admire beaucoup ceux qui m'ont précédé et ceux qui vont me suivre. Aussi, j'étais censé exactement à cette heure-là, un peu à 17h30, participer au test de culture suisse pour ma naturalisation, et avec la lettre, j'ai pu repousser. Donc merci, j'étais pas du tout prêt. Depuis 2016, je dirige le secteur recherche appliquée et développement de l'ECAL, l'école cantonale de Lausanne. Nous menons des projets de recherche dans toutes les disciplines qui sont imparties à l'école. Donc communication visuelle, graphisme, media interaction design, photographie, type design, design industriel, art visuel et cinéma. Ça, c'est un peu une chronologie de ce qu'on a fait. Moi, personnellement, je suis une formation d'architecte à Venise et à Barcelone, et non pas un design. Je suis un peu jaloux de tous ceux qui ont la chance d'étudier design. En 1994, Thomas Maldonado venait d'ouvrir une école de design public en Italie. Moi, j'étais pas, bon, c'était un peu plus tard, mais j'étais encore pas sûr de ce que je voulais faire. Donc, depuis là, je me suis occupé de plusieurs choses, de l'esthétique du camouflage, de la nouvelle édition italienne de la psychologie de l'architecture par Eric Wölfflin, des interfaces anthropomorphes en design, de l'art programmé des années 60 en Italie, d'une styliste italienne indépendante qui a inspiré la mode pendant 30 ans. D'histoire du graphisme suisse, du designer italien Vico Magistretti, du maison bâtie en Suisse par Carlo Scarpa, des écritures sur les architectures rationalistes pendant le fascisme à Rome, des projets d'architecture, design et graphisme de la marque Olivetti. Mais ce soir, je voudrais vous parler de livres. D'un livre en particulier, il faut aller en avant un peu, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Non, non, en avant. Non, non, c'est ça. Enfin, pardon, oui, en après. Désolé. Avanti. Pardon, c'était un... Désolé. Ce soir, je voudrais vous parler d'un livre en particulier, d'Innovative Typographie, la nouvelle typographie, qui a été écrit en 1928 par Jan Tschichold et qui n'a été traduit en français qu'en 2016 par les éditions Entremonde de Paris-Genève. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec ce livre, il suffira de vous dire qu'il s'agit d'un essai critique sur l'état de l'art du graphisme au début du XXe siècle, ainsi que d'un manuel pour la conception graphique. Il s'agit d'un livre d'un jeune auteur, publié quand il n'avait que 26 ans, ça c'est important à rappeler. Il s'agit de la continuation d'un thème que Tschichold avait déjà présenté sous forme d'un cahier spécial de la revue technique Typographische Mitteilungen en 1925. Un livre qui a causé pas mal de débats et qui a contribué, parmi d'autres raisons, à l'arrestation de son auteur qui, je cite, menaçait la moralité et la culture allemande et son émigration en Suisse. Donc c'est pour ça que vous verrez dans les légendes des musées comme suisse puis allemand. Allemand puis suisse. Un livre qui a ensuite causé des débats quand son auteur s'est éloigné des principes qu'il y énonçait, notamment une querelle avec le graphiste et architecte suisse Max Biel,
qui se développe en 1945 lors d'une conférence de Tschichold à Zurich sur les constances de la typographie. En réponse, Max Biel publie en 1946 dans la revue Schweizer Graphische Mitteilungen l'article intitulé Sur la typographie, über Typographie, qui met en discussion les œuvres de Tschichold et son adhérence au principe de la nouvelle typographie que lui-même avait énoncé. Je ne vais pas vous parler de cette querelle des typographiques des modernes, telle qu'elle est définie aujourd'hui. Elle a visiblement pris trop d'espace dans le discours graphique, jusqu'à mettre en nombre les principes qui en sont à l'origine et qui sont présentés dans le livre de Tschichold. D'ailleurs, il y a ce livre très bien fait, traduit en français, de Hans Rudolf Borsa, que vous pouvez consulter. Qu'est-ce que c'est alors que cette nouvelle typographie? C'est à la fois le titre d'un essai par László Moholy-Nagy, paru en 1923, d'un livre de Tschichold paru en 1928, et d'un mouvement informel qui intéresse l'Europe entre les deux guerres mondiales. Dans le texte de Moholy-Nagy, cette nouvelle typographie est reconnue comme un outil de communication qui doit être clair et la plus persuasive possible. L'innovation technique la plus importante pour la typographie est la zincographie, qui permet de créer des reproductions photographiques dans tous les formats. Donc en 1923 déjà, Moholy-Nagy donne à la photographie la tâche de la narration et à la typographie celle de la persuasion dans la communication. Dans son livre Tschichold, qu'il annonce en couverture comme un manuel pour les créateurs de leur temps, c'est important hein, parce qu'ils sont en train de traduire la nouvelle typographie en italien et ils pensent que c'est encore faisable comme manuel. Et en fait, non, c'est de leur temps, de ce temps-là. Guide les graphistes à travers les processus d'industrialisation du livre et de l'imprimé, en prônant une série de réformes. Utilisation systématique des polices typographiques sans empattement et minuscules. Standardisation de format de papier selon les normes DIN, donc la série A qu'on utilise toujours. Donner priorité au contenu et aux informations dont servir le texte. Casser les traditions de mise en page, donc les compositions asymétriques sur les deux pages. Utilisation de grilles modulaires et de la photographie comme illustration. Vous voyez déjà comme c'est des principes qui sont devenus la normalité presque à nos jours. Et donc, à quel point ce livre a préfiguré la réalité et le graphisme à venir. Pourquoi je vous en parle? Pour le projet de recherche Les sources de la nouvelle typographie de Jan Tschichold, mené à l'ECAL par moi-même et Mathieu Corta, qui est responsable du master en type design et fondateur de la fonderie typographique Non Pareil, nous avons décidé d'aller voir ce livre de plus près, en particulier à la sortie de l'édition française qui a été très soignée par une équipe d'éditeurs très jeune. Nous avons pu apprécier les différences dans la bibliographie de ce livre. Alors ça, c'est la bibliographie originale en allemand. Dans cette édition, les ouvrages y apparaissent dans une version différente par rapport à l'édition anglaise publiée par University of California Press, qui répliquait la bibliographie de l'édition originale. Visiblement, des fautes de frappe semblent figurer dans ces deux éditions. Et si on ajoute à ces coquilles, c'était des fautes de frappe copiées de l'édition originale. Hein. Ce n'est pas qu'ils ont ajouté des fautes de frappe. Si on ajoute à ces coquilles les imprécisions du jeune auteur du livre, il en résulte une liste de références très difficile à bien identifier correctement. Je vais citer un écrivain que vous connaissez, je pense, Marguerite Yourcenar, qui a écrit « L'une des meilleures manières de recréer la pensée d'un homme, reconstituer sa bibliothèque ». On s'est donc mis à réécrire la liste des sources de la nouvelle typographie, à reconstituer une partie de la bibliothèque de Tschichold qui est passée à travers les vicissitudes typiques des intellectuels nomades du XXe siècle. Comme vous le savez, Tschichold a quitté l'Allemagne en 1933 suite à son arrestation par la police nazie, sous l'accusation d'être un bolchevique. Donc ses voisins étaient... Non seulement le livre, aussi ses voisins étaient particulièrement odieux. En tant qu'immigré allemand à Bâle, il accepte des commandes moins intéressantes, d'une part de ce qu'il faisait avant. Il développe un esprit commercial lié à ses livres. D'une partie, il vend les droits intellectuels des livres qu'il a écrits. Donc, il les vend en bloc, et donc ils sont dans les mains de certains de ses éditeurs. Il vend le livre qu'il a. Et
Et donc, c'est par cette voie que le MoMA de New York possède une large collection de livres, magazines et publications variées qui vient de la collection de Chicold, ont été acquis par Philip Johnson, ont été considérés trop chers, et donc Johnson n'a pas été remboursé, il a dû donner au MoMA. Donc vous retrouvez dans les listes du MoMA dons de Philip Johnson. Pour citer encore, donc difficile toutefois de reconstituer sa bibliothèque originale, parce que même au MoMA, la sélection d'ouvrages est partielle et ne comprend pas une série d'objets qu'on appellerait maintenant de la littérature grise, donc les normes de l'Institut allemand de standards, ou bien des éditions de lithographie qui sont devenues trop précieuses pour être manipulées sans gants et hors d'un musée. Pour citer encore Marguerite Yourcenar, on ne dira jamais assez qu'un livre rare, épuisé, procurable seulement sur les rayons de quelque bibliothèque ou un article paru dans un numéro ancien de publication savante est pour l'immense majorité des lecteurs totalement inaccessible. 99 fois sur 100, le lecteur curieux de s'instruire, mais manquant du temps et de quelques minces techniques familières à l'érudite profession, reste bon gré mal gré tributaire d'ouvrages de vulgarisation choisis à peu près au hasard et dont les meilleurs eux-mêmes, n'étant pas toujours réimprimés, deviennent à leur tour incurable. Ce que nous appelons donc notre culture est plus qu'on le croit, une culture à bureau fermé. On souhaitait donc ouvrir ce bureau, amener les sources aux curieuses et aux curieux, et donc nous sommes passés par une liste éditée, corrigée, puis par des recherches de sources dans leurs éditions différentes et variées. Originaux, nouvelles éditions, traductions, facsimilés, et puis aussi par une activité de design pour reconstituer une archive qui remplit des vides factuels. Là où les exemplaires originaux sont très difficiles, voire impossibles à repérer. Là, je vous ai mis Pasmo, une revue plutôt exceptionnelle, faite à Brno. Elle est tellement fragile que même les antiquaires qui la vendent le disent. Enfin, vous ne pourrez pas l'utiliser, en fait. Et c'est un format très grand, vous allez le voir plus tard. Donc, on s'est appuyé à certaines bibliothèques qui avaient fait des reproductions photographiques et qui ont été très généreux. Ils nous ont donné ces reproductions et nous, on a fait le travail de retouche et photolitho pour ensuite faire des facsimilés. Donc, on le voit peut-être dans la prochaine. Ouais. Cette création est allée même plus loin. La fonte utilisée pour mettre en page le livre La Nouvelle Typographie, très probablement développée par la fonderie Wagner et Schmidt sous le nom de Neue Moderne Grotesque, était perdue. On a donc commissionné à Davide Tomatis, qui est un ancien élève de l'école, une version numérique fidèle qu'on a nommée Aurora, d'après l'un des noms commerciaux de cette fonte dans les catalogues du distributeur Weber. Ce projet a ensuite donné vie à une nouvelle police revival nommée Méthodo et commercialisée par la fonderie Optimo de Gilles Gavillier. La fonte Aurora est à la base de l'identité visuelle du projet que vous allez voir et est ainsi utilisée pour tous les paratextes nécessaires au facsimilé que nous avons produits. Déjà, le fait que cette fonte perdue des années 20 soit récréée et mise en vente par la fonderie Optimo nous parle de ce qu'il y a de neuf dans cette nouvelle typographie de Chicold, ou bien de comment ce qui a bientôt 100 ans nous parle encore aujourd'hui. Mais revenons aux sources. La bibliographie de la nouvelle typographie nous permet plusieurs niveaux de lecture. Une hiérarchie établie par des indices, un B, un D, un T et un point au centre, nous informe que l'auteur considère cette source particulièrement importante pour ses illustrations, le B de Bilder, pour ses poésies, le D de Dichtungen, pour sa composition typographique, T de typographie, ou encore elle est recommandée au lecteur, point au centre. De plus, Chicold nous propose une liste qui démarque 3 typologies. Premièrement, magazines et cahiers spéciaux, ensuite ouvrages en plusieurs langues, et finalement des normes. Et les ouvrages sont ensuite organisés par langue et listés chronologiquement. Alors, c'est une décision relativement bizarre, car les sources bibliographiques sont normalement listées par ordre alphabétique. Quid de motif de cette décision? Nous avons retrouvé dans les magazines que Chicold cite et donc qui lisaient cette même modalité. On y donne des informations par pays. Là, vous voyez une double page de Der Ararat avec des nouvelles de Suisse et d'Angleterre. Donc, Chicold, avec ces listes, nous fait un reportage de ce qui est intéressant, selon lui, dans chaque pays à ce moment-là.
Il installe dans les dernières pages de ce livre une sorte de festival du graphisme, parce que souvent il ne cite pas les livres qu'il a mis dans la biblio, ils restent comme un background, un fond. Et il utilise la même approche qu'on a retrouvée dans la Biennale de Venise. Là, j'ai été surpris, j'ai pris le plan de 1926. Alors le pavillon correspond quasiment à la liste de la bibliographie. Voilà, il y avait même un pavillon de futuristes italiens et il y a pas mal toutes les sources italiennes citées, c'est les futuristes italiens. Donc c'est la Biennale, je ne crois pas qu'il a visité, mais donc sûrement il a suivi le reportage sur Der Ararat ou les autres revues. Alors c'est comme ça, même maintenant, la Biennale passe par cette logique géopolitique qui est très contestée, mais qui est très pratique d'une manière. Chicol ajoute une couche de complexité. Il liste les livres dans les éditions dont il dispose, donc dans des langues différentes par rapport à leurs éditions originales. C'est ainsi qu'on retrouve la plupart des sources pour les futuristes italiens dans la section français, et qu'on retrouve le même livre illustré par Lisitzky en 2 éditions, l'original en russe et la traduction hollandaise, publiée en France par Theo van Doesburg. Ou encore le même livre de Le Corbusier, Vers une architecture, aussi en traduction allemande, avec son titre Kommende Baukunst. De plus, il faut noter que Chicol inclut souvent dans sa bibliographie des ouvrages qu'il ne cite pas. Ils sont néanmoins des références importantes pour lui, à la manière d'une liste de bons exemples. Donc, c'est une bibliographie qui fait office de répertoire ou de moodboard, on dirait aujourd'hui. Alors, si on traite la bibliographie de la nouvelle typographie comme un corpus, on peut aussi en tirer quelques informations statistiques. La moitié des ouvrages cités sont en allemand. Il y a un 6e de magazines et cahiers spéciaux, un autre 6e d'ouvrages étrangers, en italien, néerlandais, tchèque, russe, danois, et encore un 6e d'ouvrages en français. Cela n'est pas surprenant, car dans la liste figurent les ouvrages de Le Corbusier, les manifestes des surréalistes et des futuristes italiens, les livres de Man Ray. Ce qui est intéressant est que cette nouvelle typographie pêche ses principes autant dans les normes de standardisation de l'industrie de référence, format de papier, format d'enveloppe, que dans les principes des avant-gardes qui souhaitent exprimer une réalité supérieure, irrationnelle et onirique, ou bien un antitraditionnalisme enivré de vélocité. Donc, le grand nombre de références au livre de Le Corbusier aussi trahit une ambition de Chicol de construire un pamphlet avec une structure similaire à ceux de Corbu, qui était d'ailleurs tiré des pages de l'Esprit Nouveau. Un essai qui s'exprime de manière très critique sur l'état de l'art de la discipline, suivi par un manuel opératif qui promet un renouvellement complet du faire du graphiste. Par ses indices, Chicol nous permet de faire des balades à travers ses livres, des parcours monographiques si vous voulez. Il est important de rappeler que dans les pays germanophones, 2 formations à ce que nous appelons aujourd'hui graphisme existaient. Une formation aux images, principalement à l'illustration et aux techniques de gravure de ces illustrations, et une formation à la typographie, c'est-à-dire à la mise en page de lettres, à la composition typographique. Il s'agissait de 2 curricula différents, et on peut bien voir comme les images et la typographie restent aussi 2 parcours différents dans sa bibliographie. Alors voyons ces livres. D'abord une sélection de livres particulièrement recommandés aux lecteurs par Chicol, sans autre spécification. Il s'agit surtout de revues qui dans les années 20, permettaient une circulation des idées et des principes de mouvements d'avant-garde, et des volumes qui font le point sur la photographie, la typographie et l'art, notamment les ouvrages de la série des livres de Bauhaus. On passe au site parce que on peut voir plus d'images. Alors, G, Zeitschrift für elementare Gestaltung, était une revue d'avant-garde éditée et publiée à Berlin par Hans Richter, un 6 numéros de 1923 à 1926. G est l'abréviation du mot Gestaltung, design, conception, tandis que le carré dans le titre des 2 premiers numéros rend hommage à Theo van Doesburg. À partir du 3e numéro, le titre change à un journal pour une conception élémentaire. Dans la rédaction, on retrouve des noms plutôt connus comme Lisitzky ou Ludwig Mies van der Rohe. Les contributions couvrent différents sujets, allant du cinéma à la photographie et à la typographie, de l'urbanisme au design et à la mode, dans une quête de formes élémentaires, constructives dans tous les domaines.
Lissitzky assure aussi le graphisme des 2 premiers cahiers, un grand format, le recto et le verso, ainsi que les 2 pages internes, sont conçus comme un grand champ visuel plutôt que comme des pages de texte séparées. Avec l'arrivée de Mies van der Rohe, qui est en rédaction, mais aussi qui soutient avec ses finances la revue, cette dernière prend un format plus maniable, des papiers plus qualitatifs, une couverture en carton imprimé en couleur. Quoi qu'il s'agisse d'une recommandation de lecture, voilà, le magazine n'est pas mentionné dans le texte, la nouvelle typographie n'est pas reproduite, c'est juste, il reste comme un exemple. En 1922, Lissitzky et l'écrivain Ilya Ehrenburg fondent le magazine international de design trilingue Wäsch, Gegenstand, Objet, revue internationale d'art moderne. Le journal est publié entre 1922 et 1923, en 3 numéros, mais 2 cahiers, par la maison d'édition russophone Skytten à Berlin. Objet défend le constructivisme et le suprématisme russe et vise à diffuser des idées sur le rôle de l'art dans la société révolutionnaire, et il encourage un dialogue entre Union soviétique et Europe occidentale. Il le fait par son internationalisme d'une part, c'était une revue trilingue, russe, allemand et français, avec son ouverture vers des mouvements artistiques modernes très différents ensuite, et finalement à travers sa collection assez chaotique de documents sur différents mouvements artistiques et diverses formes d'art, souvent tirés des magazines L'Esprit Nouveau et de Sterl, et traduits en russe. La revue n'a paru qu'en 2 cahiers. Elle est mentionnée et même reproduite dans les rubriques Histoire de la nouvelle typographie et Le Nouveau Livre. Pour Tchikov, le graphisme de ce magazine est une référence fondamentale dans le domaine de la typographie. Le magazine d'avant-garde März, édité par Kurt Schwitters, est publié à Hanovre de manière intermittente entre 1923 et 1932, sous différents formats et mises en page, présente de numéros monographiques et à sa manière spéciale. Certains numéros sont des portfolios de lithographie par Schwitters même ou par John Arp. 2 numéros sont des contes pour enfants, et je vais vous les présenter plus tard. D'autres encore sont ancrés dans la théorie de la nouvelle typographie avec des textes de Max Burkhardt ou Lissitzky. Schwitters était une personnalité protéiforme qui avait aussi fondé en 1927 sa propre agence de publicité, März Werbezentrale, qui conseillait également la municipalité de Hanovre. Dans la section Le Nouveau Livre, Tchikov mentionne März comme un exemple d'exploration dadaïste de nombreuses possibilités de la technique typographique appliquée à la conception de magazines. Junge Menschen est un magazine mensuel illustré et édité par l'écrivain et éditeur allemand Walter Hammer, qui touche une variété de thèmes dont la politique, l'art, la littérature et l'art de vivre, et s'adresse à un jeune lectorat. Le numéro du novembre 1924 est consacré au Bauhaus. Ah, là on a des images tellement lourdes qu'ils ont du mal à se... On peut rester sur la première si jamais. Le numéro de novembre 1924 est consacré au Bauhaus. La couverture et la mise en page sont conçues par Jost Schmidt, enseignant à l'école, et comportent des contributions de Josef Albers, Wilhelm Wagenfeld et Ludwig Hirschfeld-Mack. Ces numéros illustrés d'images de bâtiments de Bauhaus, de Walter Gropius, de meubles d'Albers, de Marcel Breuer et de Wagenfeld, et d'objets tels que le jeu d'échecs de Josef Hartwig. Il s'agit d'une des multiples références au Bauhaus que Tchikov avait connue lors de sa première visite à l'exposition de l'école à Weimar en 1923. Visite qui fut une vraie révélation pour le jeune Tchikov. Typographische Mitteilungen était l'organe officiel de l'association de formation. On est sur le bon... Non, c'est juste... il est prochaine, ça va? Ah oui. C'était l'organe officiel de l'association de formation des imprimeurs allemands. Il était distribué dans une édition de 20 000 exemplaires aux imprimeurs et typographes en Allemagne, Autriche et Suisse alémanique. En octobre 1925, Tchikov est invité à s'occuper de la conception d'un cahier spécial dédié à la typographie élémentaire. Ce dernier était la clé du développement et de la diffusion de la nouvelle typographie. L'article Die neue Gestaltung, le nouveau graphisme, est un manifeste de la nouvelle typographie, énumérant les 10 prémices de la nouvelle approche de Tchikov à la pratique. Imprimé en rouge et noir, le numéro spécial clarifie, démontre et présente, à la fois par sa forme visuelle et son contenu textuel, les principes de la nouvelle typographie aux praticiens. En plus de ses propres travaux, il emploie comme exemple ceux de Max Burkhardt, Johannes Maltzahn, Kurt Schwitters, László Moholy-Nagy
L. Lissitzky, Herbert Bayer et Otto Bamberger, qui sont accompagnés par des textes de Moholy-Nagy sur le typophoto, de Lissitzky et Marchtam sur la publicité et de Nathan Altman sur la perspective élémentaire. Chicold mentionne ce cahier dans son livre, bien sûr, et rappelle au lecteur qu'il a suscité de vifs débats parmi les associations d'imprimeurs et les revues professionnelles, bien qu'au moment de sa publication, il avait été vivement critiqué et attaqué, donc en 1925. Déjà en 1928, la plupart des revues spécialisées ont accepté sa validité. Son livre est ainsi présenté comme une suite à ce cahier. Le deuxième numéro du magazine d'architecture bâlois ABC Beiträge zum Bauen, ABC Contribution à la construction, comprend 2 articles sur des questions liées au design graphique. Un article de Paul Artaria sur le format de papier standardisé et un article de Lissitzky et Marchtam sur la publicité. Les gouvernements suisses avaient adopté le système allemand de normes industrielles DIN en 1924. Dans son article, Artaria propose d'adopter la longueur d'1 mètre comme taille de base pour la feuille de la série papier standardisé à la place de la mesure de la série A qu'on utilise. Lissitzky et Stam définissent un ensemble de règles strictes pour la conception des affiches publicitaires, dont limiter l'utilisation du texte à l'essentiel et omettre toute touche personnelle ou expression individuelle. Chicold ne cite pas ces textes, mais il les développe dans son livre. Lancé en 1914, Das Werk, l'œuvre, était l'organe officiel de l'Association des architectes suisses et de la section suisse du Werkbund. Le numéro de juillet 1926 du magazine est dédié par l'architecte Hannes Meyer, futur directeur du Bauhaus, est édité par l'architecte Hannes Meyer et comprend des articles de Meyer lui-même, de Willy Baumeister et de Lajos Kaczak. La rubrique des chroniques de livres présente une critique des livres du Bauhaus et une liste de titres suggérés, dont Die Scheuche de Kurt Schwitters, De Carré de Lissitzky, le catalogue Staatliches Bauhaus in Weimar, une sélection de livres par Les Corbusier et des revues d'avant-garde telles que Merz, ABC, G, Das Turm et les numéros spéciaux d'octobre 1925 de Typographische Mitteilungen. Bref, on y retrouve une parfaite consonance avec les pages de la nouvelle typographie. En 1924, l'architecte, théoricien, scénographe et artiste autrichien Friedrich Kiesler organise l'exposition internationale des nouvelles techniques théâtrales dans le cadre du Festival de musique et de théâtre de Vienne. Embrassant à la fois le théâtre et le cinéma, l'exposition comprend des exemples de scénographie théâtrale d'avant-garde, de décors de scène et des conceptions de costumes, ainsi que des affiches de Russie, d'Italie, d'Allemagne, de France et d'Autriche. L'exposition et les événements qui l'accompagnent ont favorisé les échanges entre les artistes futuristes et constructivistes et les représentants du Bauhaus et du mouvement de Stel. Kiesler a également conçu le catalogue, l'affiche et d'autres types d'imprimés pour l'exposition. Adolf Behne était un critique et historien d'art et d'architecture, figure de pointe de l'expressionnisme allemand. Avec son livre Von Kunst zur Gestaltung, Einführung in die moderne Malerei, de l'art à la conception, introduction à la peinture moderne, il propose au lecteur une introduction à l'art moderne. Il aborde l'art d'un point de vue sociopolitique. Le constructivisme y est présenté comme l'art de la révolution socialiste. Le livre a été conçu par le peintre et graphiste allemand Oskar Fischer. La couverture présente une composition géométrique constructiviste en noir, rouge et gris. Dans le frontispice, les principes de la nouvelle typographie sont appliqués, tels que la mise en page asymétrique et l'utilisation des règles. Le livre est également illustré avec des reproductions en noir et blanc et en couleur d'œuvres d'artistes tels que Piet Mondrian, Gino Severini ou Kurt Schwitters. Publié en 1925, Die Kunstismen, les ismes de l'art, 1914-1924, est l'un des premiers essais à retracer une histoire des avant-gardes, film abstrait, constructivisme, vérisme, Braun, Merz, néoplasticisme, purisme, dadaïsme, simultanéisme, suprématisme, art métaphysique, art abstrait, expressionnisme, futurisme et cubisme y trouvent leur place. Les auteurs, Jean Arp et Lissitzky, y réunissent une collection hétéroclite de leurs propres textes, d'extraits d'écrits d'autres artistes, de reproductions d'œuvres, peintures, sculptures, architecture, décorations d'intérieur et plans d'exposition, et des portraits d'artistes. Avec plus de 70 illustrations en noir et blanc, le livre offre un compte-rendu visuel des mouvements d'avant-garde avec des textes trilingues, allemand, français et anglais. Parmi la série de livres publiés par le Bauhaus, Chicold en signale 3 au lecteur.
Tout d'abord, il mentionne Neue Gestaltung, Neoplastizismus, Nouvelle Conception, Néoplasticisme, de Piet Mondrian, le 5e volume de la série du Bauhaus. Sans être un membre actif du cercle du Bauhaus, Mondrian discute dans cet ouvrage la hiérarchie dominante entre peinture et architecture et présente l'avenir du néoplasticisme. La plupart des essais avaient été écrits pour la revue de Stel et sont traduits en allemand pour la première fois à l'occasion de cette publication. Ensuite, Tschicol met en avant le 6e volume de la série qui s'intitule Grundbegriffe der neuen gestaltenden Kunst, concepts fondamentaux du nouvel art de la conception de Theo van Doesburg, publié en 1925. Van Doesburg était l'autre cofondateur du mouvement de Stel avec Mondrian et il avait déjà publié ce texte en défense du néoplasticisme en 1919. Pendant son séjour au Bauhaus de Weimar en 1921 et 1922, il a traduit en allemand avec la collaboration de Max Burkhardt. La conception typographique de ce volume, comme de tout le volume de la série, est en domaine de László Moholy-Nagy, tandis que la jaquette a été conçue par Van Doesburg lui-même. Tschicol signale finalement, parmi ses recommandations, Malerei, photographie, film, peinture, photographie, film, de László Moholy-Nagy, le 8e livre de la série du Bauhaus. Publié en 1925, ce livre photographique affirme que l'œil humain étant mal adapté à la simultanéité et au rythme rapide du monde moderne, faites gaffe, il n'est plus une source fiable de perception et que les nouvelles conditions de perception nécessitent l'utilisation de la photo comme complément à nos capacités visuelles insuffisantes. Donc une idée de photographie véridique, rationnelle, augmentée. Il présente la photographie avant tout comme un médium reproducteur, mais aussi productif, grâce à sa capacité à élargir le monde visible. Voilà. Je ne vous ai pas présenté tous les livres recommandés, parce que sinon on reste là trop tard. Mais on passe aux images. Le livre que Tschicol recommande en tant qu'ouvrage entièrement illustré sont symptomatiques de ses intérêts pour le nouvel art. Il s'agit pour la plupart de portfolios d'images par Gross, Lissitzky ou Man Ray, ou de livres de poésie illustrés, largement illustrés par Jean Arp ou Max Ernst. Alors je vais vous présenter quelques-uns. Ce livre en particulier, je ne vais pas oser prononcer le titre ni en néerlandais ni en russe. C'est connu en français comme Les Deux Carrés par Lissitzky. Il est présent dans la bibliographie dans les deux éditions, donc dans l'original russe et dans sa traduction néerlandaise. Il s'agit du premier livre abstrait pour l'enfance qui se prête à plusieurs interprétations. C'est une allégorie d'une nouvelle société dont le message sociopolitique défie l'ordre actuel et qui propose une transformation révolutionnaire. C'est aussi un hommage au peintre Kazimierz Malevich qui, avec son carré noir, a lancé le mouvement artistique suprématiste en 1913. Lissitzky venait de rencontrer Malevich à Vitebsk, dans l'école, ça s'appelait l'école du peuple, en 1920, lors de l'édition russe de ce livre. En adoptant un langage visuel qui mêle typographie et images abstraites, ce livre de Lissitzky représente une refonte radicale de la conception du livre, qui demande une approche active du lecteur. En 1922, Van Doesburg traduit et édite en néerlandais ce livre dont il reconnaît l'importance, tant comme plaquette indépendante que comme cahier spécial de son magazine de Stel. Les Chants délicieux, album de photographies et un album en édition limitée, 40 exemplaires numérotés, contenant 12 radiographies, des photographies prises sans caméra, par le photographe et plasticien américain Man Ray. Le titre est calqué sur un volume d'écriture automatique d'André Breton et Philippe Soupeau de 1919, Les Chants magnétiques. Ces portfolios très rares et précieux, nous en avons une édition faite par le musée de Toronto, qui n'est plus un portfolio, c'est un livre, est complété par une préface de Tristan Tzara intitulée « La photographie à l'envers ». Les sujets des radiographies sont les objets communs, comme un peigne, une pipe, une clé. Pour Tschicol, qui inclut des images de l'album dans la nouvelle typographie, l'important c'est de remarquer que Man Ray a inventé cette technique photographique qui permet d'obtenir des images à la fois poétiques, irréelles et surnaturelles. Dans la section Le Nouvel Art de son livre, Tschicol annonce les radiographies comme une forme moderne de poésie visuelle. Les portfolios de lithographie par Georg Gross, mit Pinsel und Schere, 7 Materialisationen, avec pinceau et ciseaux, 7 matérialisations, publié à Berlin en 1922, et est informatif sur la circulation des images d'art au XXe siècle.
Il s'agit de 7 reproductions en noir et blanc de peintures réalisées par Gross entre 1919 et 1922. Certains ont survécu, l'inclusion de l'artiste dans l'exposition de l'art de généré et sont maintenant dans des collections publiques à Berlin et Madrid. D'autres sont perdus. Il s'agit d'une reproduction qu'on a faite, bien sûr. Le dossier est par lui-même intéressant avec son mélange de police Vénus, accidents grotesques et une fonte sans empattement qu'on n'a pas pu identifier. Tschichold inclut ce portfolio dans sa biographie sans le citer autrement, mais bien sûr la critique vitriolique que Gross fait à la société allemande n'est pas éloignée de ses opinions. Ensuite, 2 portfolios par Lissitzky. Tout d'abord, Figurinen, die plastische Gestaltung der elektromechanischen Schau, Sieg über die Sonne. Figurine, la conception tridimensionnelle du spectacle électromécanique Victoire sur le Soleil. Et une collection très connue de 10 lithographies en couleur, publiée en 1923, dans une édition de 75 exemplaires, dont plusieurs conservés dans des musées comme le MoMA de New York. Lissitzky représente un casting de marionnettes mécaniques pour l'opéra futuriste russe Victoire sur le Soleil, écrit en 1913 par Alexei Kukonitch, Vladimir Klebnikov, Mikhail Matyushin et Kazimir Malevich. Chaque lithographie représente un personnage de l'opéra, donc l'annonceur, le globe-trotter, la sentinelle, un vieillard, l'homme nouveau, les anxieux, les sportifs, les fossoyeurs, ainsi que le dessin pour la scénographie de l'opéra. Tschichold recommande le portfolio, ne me le cite pas. L'autre portfolio de Lissitzky est Braun ein, Künstlermappe, est utilisé aussi comme illustration de la section Le Nouvel Art du Livre dans la nouvelle typographie de Tschichold. Il s'agit d'un album de 6 lithographies que Lissitzky réalise comme cadeau de Nouvel An pour les membres de la Kastner Gesellschaft, la société indépendante qui exposait et encourageait l'art contemporain à Hanovre. Les 6 lithographies ont été conçues entre 1919 et 1923 et donc remontent à sa période russe, quand il avait imaginé ces Braun comme un art abstrait entre peinture et architecture à partir des positions de Malevich. Lissitzky avait exposé à la Société Kastner en 1922 et il rencontre sa future épouse Sophie Küppers, mariée et puis veuve du directeur artistique de la société. On passe à la poésie. Tu peux rester là, je pense. Ouais. On passe à la poésie. Donc, la liste des livres de poésie conseillés par Tschichold ne doit pas nous tromper. Bien sûr, Tschichold lisait de la poésie, mais l'impression est que ces ouvrages l'intéressent surtout pour le potentiel composition typographique libre et expressive que la poésie permet en tant que genre. On va vous montrer quelques exemplaires. Pantomima, une collection de poèmes par Vítězslav Netzval, cofondateur du mouvement surréaliste tchèque et membre du mouvement Devětsil. Graphisme conçu par Karel Teige, ce livre accompagne les poésies par des compositions typographiques expressives. Les poèmes à Dieu, typiquement, une notice nécrologique dans laquelle les lettres sont agencées pour rappeler les courbes tracées par des oiseaux en vol et suggérer ainsi le départ de l'Arlequin et des autres comédiens que le poète pleure. Pantomime comprend également une couverture et 6 dessins de l'artiste, photographe et poète tchèque Jindřich Štyrský. La couverture en particulier est un exemple de poèmes picturaux qui ont été créés par plusieurs artistes du mouvement Devětsil à l'époque en combinant photomontage et texte. Menší růžová zahrada, une petite roseraie, et encore une collection de poésie par le même Vítězslav Netzval, paru en 1926. La conception typographique du livre est aussi par Teige, mais ce qui nous intéresse là est la couverture par 2 artistes tchèques basés à Paris, Toyen et Jindřich Štyrský, conçue en forme de poème pictural en mêlant le texte du titre et du nom de l'auteur avec un photomontage. Quoique ces 2 livres ne soient pas mentionnés dans le texte principal de la nouvelle typographie, Karel Teige y est cité et loué par Tschichold pour sa remarquable conception de livre. Cinéma calendrier du corps abstrait Maison est une collection parue en 1920 de 33 poèmes de Tristan Tzara, illustrés par 19 gravures sur bois, en noir et blanc, de Jeanne Arp. Les 2 ont collaboré sur plusieurs publications au cours de leur carrière, dans ce cas par correspondance, en vivant l'un à Paris et l'autre à Berlin à ce moment-là. Tschichold ne cite pas cet ouvrage, mais il le remarque en tant que livre de poésie et pour la qualité de son appareil iconographique. Donc, il identifie néanmoins en Tzara et Arp les représentants d'un côté lyrique du mouvement Dada par opposition à la production plus politique et radicale d'artistes comme Gross et Richard Hülsenbeck. Les Malheurs des Immortels,
paru en 1922, est l'un des premiers livres illustrés par Max Ernst. C'est le fruit d'une collaboration entre le peintre allemand et le poète français Paul Éluard. Il s'agit d'un recueil de ventes et un poème d'Éluard et des 21 reproductions en noir et blanc de collages d'Ernst face à face. Chaque double page du livre comprend ainsi une image, un titre et un poème. Dans ces collages, Ernst rassemble des fragments de gravures sur bois qu'il a trouvés dans des livres et des magazines pour créer de nouvelles compositions bouleversantes, produisant une sensation de non-sens ludique et onirique. Die Scheuche, Märchen, l'épouvantail, conte de fées, est un livre pour enfants de Kurt Schwitters et Käthe Steinitz, en collaboration avec Theo van Doesburg. Publié en 1925, il paraît simultanément en tant que numéro 14-15 du magazine März et sous forme de livre imprimé par Apos Verlag à Hanovre. La composition est l'aspect le plus important et expérimental de ce livre. Il faut donc mentionner Paul Vogt, qui s'est occupé de la partie typographique. Dans Die Scheuche, Schwitters raconte l'histoire d'un épouvantail mêlant un texte absurde aux conventions du genre littéraire des contes de fées. C'est un livre d'images dont les illustrations sont entièrement composées par des grosses lettres majuscules auxquelles s'ajoutent d'autres éléments de la case typographique pour former les jambes, les pieds, les bras et les vêtements. Par exemple, l'épouvantail est constitué d'une lettre X, un gras avec l'ajout de quelques lignes, à la fois droite et courbe, tandis que les fermiers est composé d'une grande lettre B qui évoque à la fois le mot Bauer, fermier, et Bauch, ventre. Comme dans les poèmes sonores de Dada et futuristes, le ton et l'accent de la voix dans lesquels les mots doivent être lus sont suggérés en utilisant différentes tailles de police et de mots inclinés. Un exemple parfait de composition expressive du texte qui renvoie aux expérimentations de Lissitzky. Die Märchen vom Paradies, les contes des fées du paradis, est un autre livre illustré pour enfants, publié en 1924, écrit et illustré à nouveau en collaboration par Kurt Schwitters et Käthe Steinitz. Il contient 3 histoires absurdes. Les illustrations de styles sensiblement différents sont insérées dans le texte. La variation de police de détails, l'espacement et la mise en page montrent une approche expérimentale à la typographie. Dans ce cas, Tschichold inclut dans son livre une reproduction du texte annonçant la publication de Die Märchen vom Paradies pour illustrer la section sur la conception du matériel publicitaire. Conçue par Schwitters, l'annonce est reproduite en taille réelle sur fond rouge. Dans le texte, Tschichold remarque l'utilisation fonctionnelle de la règle noire verticale en soulignant comment elle offre un fort contraste avec les lignes horizontales de la typographie. I nuovi poeti futuristi, les nouveaux poètes futuristes de Filippo Tommaso Marinetti, un recueil de poèmes et de tavole parole libere, planches de mots libres, ou en liberté. Il comprend aussi des compositions typographiques expérimentales sur des pages dépliantes. C'est l'une de nombreuses références au futurisme italien que Tschichold a inclus dans son livre. Cependant, c'est la seule en langue italienne. À noter que pour Tschichold, il écrit dans son livre, je cite, « C'est un non-spécialiste, le poète italien Filippo Tommaso Marinetti, fondateur du futurisme, qu'il a été donné d'opérer la transition de la typographie ornementale à la typographie fonctionnelle. » Chose qu'il affirme juste avant de republier dans son livre le manifeste de Marinetti, Révolution typographique et orthographe libre expressive. Ziemia na lewo, Terre à gauche, est un recueil de poèmes révolutionnaires promouvant l'idéologie communiste qui a été publié en 1924 par les poètes futuristes polonais Anatol Stern et Bruno Jasinski. Les illustrations figuratives sont remplacées par des figures géométriques. Le photomontage reproduit en couverture, juste à pose des pièces de machinerie et les portraits des auteurs. Le graphiste est Mieczysław Szkuka, j'espère l'avoir bien dit, un artiste de l'avant-garde polonais que Tschichold reconnaît comme un artiste réalisant des œuvres dans la même veine de la nouvelle typographie. Dla Golosa, pour la voix, est un livre de poésie de Vladimir Mayakovsky destiné, comme le suggère le titre, à être lu à haute voix. Mayakovsky avait demandé à Lissitzky de concevoir le volume de manière à faciliter la localisation rapide d'un poème particulier pendant ses performances, durant lesquelles il déclamait ses propres vers. L'idée était aussi d'encourager les lecteurs à devenir des orateurs. En réponse, Lissitzky utilise 13 onglets inspirés par les carnets d'adresses, l'un pour chacun des poèmes, au lieu d'une table de matière régulière. Le livre est largement cité par Tschichold et même reproduit par un style live de Lissitzky dans la nouvelle typographie. Et le dernier de la série Poésie, Proeto,
à ces sujets et un poème d'amour dédié par Vladimir Mayakovsky à son amante Lilia Brick. Il détaille les souffrances infligées au poète suite à une séparation de 2 mois et au rejet définitif de Lilia. Sur la couverture, les yeux grands ouverts de Lilia fixent le lecteur. Le livre a été illustré par Alexander Rodchenko avec 11 photomontages qui présentent des portraits de Mayakovsky et Lilia par le photographe Abraham Petrovich Starenberg. Pour Tchikov, il s'agit du premier exemple d'un livre illustré par des photomontages ainsi qu'un exemple de la nouvelle typographie en Russie. Et puis le dernier parcours, le plus important pour nous, la typographie, c'est un parcours symptomatique d'une certaine tendance des graphistes à écrire des recueils historiographiques. Ce n'est pas le cas, mais voilà. Et à y placer leurs œuvres comme si de rien n'était, de manière à s'inscrire dans l'histoire. Il faut dire que Tchikov a été très sélectif. Il n'y a que 4 ouvrages recommandés pour leur typographie, dont un a été conçu par lui-même. Les portfolios de brochures pour la Bochumer Verein für Bergbau und Gussstahlfabrikation, l'association de Bochum pour l'exploitation minière et la production d'acier moulé, est une série de 10 brochures aux couleurs brillantes conçues par l'agence Werbebau, production publicitaire, que Max Burkhardt avait fondée en 1924 avec Johannes Canis, qui en écrivait les textes, à Bochum, dans la région de la Ruhr. C'est l'une des premières applications du photomontage expérimental et de la nouvelle typographie à la communication visuelle d'un client industriel majeur tel qu'une entreprise sidérurgique. Chaque page met en relief un produit de l'industrie avec des détails et des informations textuelles arrangées sur une grille. Tchikov mentionne ces brochures diffusément dans son texte et en inclut certaines pages dans la nouvelle typographie en s'excusant pour la mauvaise qualité de reproduction. Le livre Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum des Magdeburger Stadttheaters est une publication commémorative de 1926 à l'occasion des 50 ans de la fondation du théâtre de la ville de Magdebourg. Dans les années 20, Magdebourg est une ville extrêmement vive, en plein développement et consciente de l'importance de la communication visuelle. Largement illustrée, avec des portraits, des prises de vue du bâtiment et des reproductions des documents, le livre a été conçu par Johannes Molzahn, qui était un photographe puis peintre traduit et qui, depuis 1923, sur recommandation de l'architecte Bruno Taut, enseigne dans l'école d'art appliqué de la ville. C'est un livre très riche, avec des pages dépliantes, qui a gardé une certaine fraîcheur dans sa conception, je dirais, avec des textes en 3 couleurs, plusieurs nuances de gris, bref, un livre qui serait assez complexe à produire même aujourd'hui. Ausstellungskatalog der Richmond Galerie est le catalogue d'une exposition tenue à la galerie Richmond de Cologne en 1926. On ne l'a pas trouvé, désolé, il n'y a pas d'image. Il s'agit de l'exposition Neue Kunst, Alte Kunst, Nouvel art à ancien, qui mêle des pièces de la collection du galeriste Casimir Hagen du Moyen-Âge jusqu'à présent, avec les œuvres du groupe d'artistes connus comme des Kölner Progressive, le progressiste de Cologne, donc Jankel Adler, Gerd Arndt, Max Ernst, Martha Hegemann, Heinrich Hörle, Anton Rederscheid, Franz Wilhelm Seiwert, Gerd Vollheim. Le catalogue inclut les portraits des artistes pris par August Sander et est conçu par le peintre Anton Rederscheid, une figure de pointe de la Neue Sachlichkeit, la nouvelle objectivité. C'est un choix intéressant de Tchikov qui recommande ce livre pour la partie typographique qui a été faite par un peintre, mais qui ne cite ni reproduit cet ouvrage nulle part dans son texte. Et voilà, on n'a pas terminé d'ailleurs, donc on va le trouver. Le livre Fahrten und Abenteuerbuch, carnet de voyage et d'aventure par le journaliste et cinéaste Conny Ross, est un des livres conçus par Jan Tchikov lui-même en 1925, dans le cadre des éditions de la Büchergilde Gutenberg, un des clubs de livres nés dans les années 20 pour diffuser des livres de bonne facture à un prix raisonnable, et souvent avec un contenu progressiste, voire socialiste. Pour un abonnement d'un marque allemande chaque mois, on recevait 4 livres par an. Il s'agit d'un premier exemple d'application de principe de la nouvelle typographie à la conception du livre. En couverture, un caractère gras sans appâtement dont la taille et la couleur noir et or sont utilisés pour différencier et mettre en valeur le contenu. Dans les pages, les photographies sont utilisées à titre d'illustration et les numéros de pages sont mis en gras sans appâtement de plus grande taille que la police des caractères du texte. Selon Tchikov, lorsqu'il s'agit de romans et de publications scientifiques, il ne s'agit pas de changement radical, mais plutôt de modifications plus subtiles de la conception traditionnelle du livre.
Deux de ces modifications sont l'utilisation de LED sans empattement et la photographie. Ces deux éléments figurent sur le frontispice. Cela illustre également la tentative d'atteindre un contraste harmonieux d'éléments typographiques et photographiques grâce à l'utilisation de la luminosité, de l'espace et de la direction. Chicold inclut une version du frontispice qui a été refusée par l'éditeur pour un problème de droit d'image sur le portrait de l'auteur. On va la voir tout de suite. Est-ce que cela vous sonne? Est-ce que cela résonne dans votre expérience? N'est-ce pas d'actualité? De nos jours encore, toutes les versions de projets refusées par les clients pour les raisons les plus variées. Alors je termine sur ce livre-là, le carnet de voyage de Colin Ross, surtout parce qu'il est il a été le plus facile à repérer. On en trouve à 5 €. Donc si vous voulez commencer une collection, il a été largement tiré, donc c'est facile à trouver. Et c'est un livre assez extraordinaire, tellement bien fait. Une section plutôt négligée du livre de Chicold est le carnet d'adresses. C'est la dernière page, placée juste après les références et juste avant les remerciements aux ayants droit des images. C'est une liste de 16 noms de graphistes et artistes suivis par leur adresse. L'auteur ne nous en dit pas plus que ça. Aujourd'hui, on dirait simplement qu'il les a tagués. Pourtant, avec ce carnet, il peint un atlas idéal de son idée de l'avant-garde, un parsemant la carte de l'Europe de Clamart à Moscou, de Wassenaar à Vienne. Avec des informations concernant les collègues qu'il admire. À noter, Chicold s'inclut lui-même dans cette liste, bien sûr, dont il est le cadet, âgé de 26 ans. Les 15 autres personnages ont entre 28 et 45 ans et une carrière déjà établie. Karel Teige et Herbert Bayer, 28 ans, comme graphiste de livres et de publicité. Tristan Tzara, 32 ans, comme poète et dramaturge. Laszlo Moholy-Nagy, 33 ans, et Joost Schmid, 35 ans, comme enseignant au Bauhaus. Franz Wilhelm Seiwert, 33 ans, et Johannes Molzahn, 36 ans, comme peintre. Walter Dexel, 38 ans, Elie Siski, 38 ans, Willy Baumeister, 39 ans, comme artiste doué dans tous les champs. Kurt Schwitters et Lajos Kaczak, les deux de 41 ans, comme des artistes et intellectuels. Max Burkhardt, 41 ans, et Piet Zwart, 43 ans, comme graphiste publicitaire. Et finalement, Theo van Doesburg, 45 ans, comme artiste et théoricien. Ce qui doit nous intéresser dans la biographie de ces 16 individus, c'est le mélange d'engagement politique et d'inspiration poétique. 6 membres de la liste, Baumeister, Burkhardt, Dexel, Teige, Chicold et Schwitters, faisaient partie du Ring Neuer Werbegestalter, le cercle de nouveaux concepteurs publicitaires. Un groupe établi en 1928 autour des principes de la nouvelle typographie et ayant pour but de promouvoir une idée commune de l'avant-garde par le biais d'expositions collectives ou en contribuant à des expositions du Verbund, comme en 1929. Le point fort du cercle était la revendication d'un rôle de graphiste indépendant des activités pratiques d'impression. Je cite un texte de Paul Schoutema. Le designer n'est pas un dessinateur, mais plutôt un organisateur de facteurs optiques et techniques. Bref, les membres du cercle revendiquaient un rôle d'auteur pour le métier de typographe, que jusque-là se concentrait sur des activités de mise en page, sur des compétences techniques et artisanales de ceux qui travaillaient dans l'atelier typographique. De manière générale, ce groupe d'hommes âgés entre 26 et 45 ans a souffert sous plusieurs régimes politiques. Theo van Doesburg est mort peu après la publication du livre de Chicold en 1931, à l'âge de 48 ans. Franz Wilhelm Seiwert, décédé en 1933 à l'âge de 39 ans, peu après la prise du pouvoir de Hitler. Chicold, Herbert Bayer, Kurt Schwitters, Laszlo Moholy-Nagy, Johannes Molzahn quittent tous l'Allemagne entre 1933 et 1938. Willy Baumeister, Max Burkhardt, Walter Dexel et Joost Schmid restent en Allemagne pendant la guerre, mais avec de fortes limitations dans la possibilité d'enseigner, de travailler ou d'exposer. De plus, certains d'entre eux, Kurt Schwitters, Walter Dexel, Johannes Molzahn et Franz Wilhelm Seiwert, vont figurer dans les expositions Entartete Kunst, Art dégénéré, organisées à Munich en 1937 et puis à Berlin en 1938 par les nazis. Hors Allemagne, Tristan Tzara participa à la résistance française contre l'occupation nazie. Piet Zwart fut interné par les forces d'occupation nazies aux Pays-Bas jusqu'en 1945. Lajos Kaczak avait déjà dû quitter la Hongrie à cause de ses activités politiques et s'était établi à Vienne, où il est censé habiter, selon la nouvelle typographie. Il est retourné à Budapest en 1926. Il avait été élu au Parlement ensuite, mais ses relations avec le régime communiste ne furent jamais positives. Karel Teige fut déclaré un ennemi du peuple
par le régime communiste en Tchécoslovaquie en 1948 et mourut peu après, à 51 ans. Et Lissitsky était une figure incontournable de la culture russe, même après 1932, quand le régime communiste avait renforcé son contrôle sur les arts. Il mourut de tuberculose en 1941. Alors, en écoutant ces biographies, vous me direz, n'y aurait-il donc pas une perspective machiste ou patriarcale dans ces carnets d'adresses et dans la nouvelle typographie tout court? Alors, même les études sur l'école la plus progressive d'Allemagne nous disent que oui, que même le Bauhaus avait tendance à privilégier les candidatures des hommes sur celles des femmes qui représentaient un tiers du corps étudiant. Et c'est là en raison d'un préjugé de genre. Toutefois, je vous recommande le livre d'Elisabeth Otto, Haunted Bauhaus, Occult Spirituality, Gender Fluidity, Queer Identities and Radical Politics, qui vient de paraître il y a 3 ans, et qui explique tout ça. Toutefois, on peut retrouver des femmes cachées dans les pages de la nouvelle typographie et parmi les plus surprenantes de leur génération. Anna Berliner, née Meyer à Halberstadt en 1888, est une des 3 auteurs femmes citées dans la biographie de Tschichold. En 1925, elle publie Japanische Reklame in der Tageszeitung, publicité japonaise dans les journaux, une étude sur une collection de données qui compare les publicités au Japon et en Allemagne et aux États-Unis. Elle y remarque des différences culturelles, mais sans aucune hiérarchie, donc en esquivant tout risque d'exotisme ou d'orientalisme qui était plutôt courant dans les années 20. Berliner était d'ailleurs une femme plutôt remarquable, psychologue expérimentale, docteur de recherche. Elle était au Japon avec son mari Siegfried Berliner. Loin d'être une femme au foyer, elle avait obtenu le permis de poursuivre ses études à l'université impériale. Alors, c'était rare pour un homme étranger, vous pouvez imaginer pour une femme. À l'essor de la Grande Guerre, son mari fut interné dans un camp d'emprisonnement japonais. Elle avait le droit de lui rendre visite. Elle déménage aux États-Unis, où elle continue ses études à Columbia University, avant de rentrer au Japon en 1920, à la libération de son mari. Elle est consultante du futur maire de Tokyo. Et son ouvrage sur la publicité inaugure la branche toute nouvelle de la psychologie industrielle. Après son retour en Allemagne et son départ définitif en 1938 aux États-Unis, elle était juive, donc il y avait des risques énormes, elle devient une autorité dans le champ de la perception visuelle. L'Allemande Käthe Steinitz, toutes les photos sont à peu près de 1928, donc vous voyez les gens dans l'état. L'Allemande Käthe Steinitz, née Fanny Elisabeth Käthe Traumann à Boyton en 1889, fille d'un juge d'origine juive et aussi l'auteur de 2 livres cités dans la bibliographie que je vous ai présentée avant. Avant de se marier en 1913 avec le médecin et collectionneur d'art Ernst Steinitz, elle suit les cours de beaux-arts à Berlin. Obligée de suivre son mari qui était médecin militaire, elle quitte Berlin pour Hanovre. Elle y rencontre Kurt Schwitters et adhère au mouvement Dada. Avec ce dernier, Schwitters, elle publie en 1924 les 2 livres de contes de fées, parus comme cahiers spéciaux de Merz, dont je vous ai parlé. Elle étudie ensuite Histoire de l'art, puis organise des festivals avec Schwitters, puis cofonde les éditions Apos et écrit pour des revues comme Coralie ou Die Neue Linie, peut-être vous le connaissez, graphisme par Herbert Bayer. Avec l'arrivée au pouvoir des nazis, son mari est mis en congé et émigre aux États-Unis. Sa femme le suit en 1936, après avoir été accusé de bolchevisme comme Tschichold. Un portrait d'enfant à la querelle qu'elle avait fait a été confisqué au musée de Hanovre comme art dégénéré et détruit. Aux États-Unis, elle reste veuve et devient une experte de Léonard de Vinci par le biais de son travail de bibliothécaire dans la collection d'Elmer Belt à Los Angeles. Une des majeures expertes en Léonard de Vinci. Lou Merten, née Louise Charlotte Merten en 1879 à Charlottenburg, est connue sous plusieurs pseudonymes, dont Lucifer. Fut écrivaine, critique d'art et activiste pour les droits des femmes. Tschichold inclut dans sa liste des références son livre Wesen und Veränderung der Formen und Künste, Nature et changement des formes et des arts, publié en 1922, sans le citer dans son texte. Issue d'une famille pauvre, avec ses parents, frères et sœurs morts de tuberculose, trop faible pour étudier à l'école, elle se forme à la maison. Membre du Parti socialiste allemand depuis 1903, Merten avait contribué à l'agenda culturel du parti avec ses écrits sur l'art et la politique littéraire. En 1922, la maison d'édition de l'État russe lui a commissionné un développement de ses réflexions sur l'esthétique marxiste. Ce livre est donc un traité d'esthétique et d'histoire matérialiste qui examine les changements
dans les formes artistiques depuis la révolution industrielle. Mertens soutient que la forme est définie par son usage social, c'est-à-dire par sa fonction dans la vie quotidienne, une position qui résonne avec les principes de la nouvelle typographie. Elle s'est battue pour l'égalité des genres, que ce soit dans ses textes politiques, ses romans et ses essais, qui font partie des livres brûlés en 1933 dans les autodafés allemands à la place de l'Opéra de Berlin. Elle se retrouve dans l'impossibilité de travailler. Enfin, après la guerre, elle a représenté une voie atypique. Elle vivait à Berlin-Ouest, mais elle n'était pas alignée avec l'Occident, ni non plus orthodoxe à Berlin-Est. Elle est décédée en 1970 à Berlin. Il y a ensuite un pseudonyme qui figure dans les descriptifs de 2 des livres cités par Tschichold, Toyen, abréviation du mot français citoyen, mais aussi un jeu de mots en tchèque, Toyon, qui veut dire c'est un lui. Mais visiblement, ce n'est pas un lui. C'est Marie Červínová, née à Prague en 1902, donc même âge que Tschichold. Une artiste et illustratrice qui refusait les stéréotypes du genre féminin, comme le dit son pseudo, parfois en adoptant des vêtements masculins. Elle avait visiblement une position qui résonne avec le débat contemporain sur l'identité de genre. Après ses études à l'école d'art appliqué à Prague, elle cofonde en 1920 avec Karel Teige le mouvement Devětsil, en français pétacite, la première fleur qui fleurit au printemps, qui symbolise les nouvelles forces mises en champ par ce mouvement. Devětsil est l'éditeur de Pasmo, La Zone, une revue publiée entre 1924 et 1925, et également citée par Tschichold, un phare sur les avant-gardes européennes depuis le point de vue de la Tchécoslovaquie. Dès 1922, elle collabore avec Jindřich Štyrský, avec qui elle s'installe à Paris en 1925. Il cofonde le mouvement artificialiste, pour ensuite intégrer le mouvement surréaliste. Toyen rentre à Prague en 1929, mais pendant sa période à Paris, elle illustre les couvertures pour des livres de poésie par Vítězslav Necval, que je vous ai présenté, et Jindřich Runzl, que Tschichold a bien remarqué, saisi dans sa bibliographie et marqué avec la D des livres de poésie recommandés. L'invasion allemande de la Tchécoslovaquie en 1939 réduit Toyen en clandestinité, sans possibilité de peindre, mais toutefois encore active dans le dessin. En 1947, elle s'installe définitivement à Paris, où elle reste active jusqu'à la fin de sa vie en 1980. Des 16 hommes listés dans la nouvelle typographie, seul Herbert Bayer lui survécut. Bref, c'est que 4 femmes, mais plutôt extraordinaires. Maintenant, comme on l'aurait dit Johannes Molzahn, nicht mehr lesen, sehen, arrêtez de lire ou de m'écouter, allez voir. Je vous donne rendez-vous après-demain, jeudi 23 mars, si vous arrivez, dès 17h, au petit salon du premier étage de l'hôtel Sully, 1 rue de Sully, pour visiter l'exposition « Déballer la bibliothèque de Tschichold », accueillie à la bibliothèque de l'Arsenal, Bibliothèque nationale de France. Le titre de l'exposition est emprunté à un essai de Walter Benjamin intitulé « Je déballe ma bibliothèque », paru en allemand en 1931 sous le titre de Ich packe meine Bibliothek aus, eine Rede über das Sammeln, littéralement « Je sors mes livres de leur caisse », un discours sur l'art de collectionner. C'est un essai qui parle des plaisirs et des douleurs que tous les amateurs de livres connaissent lors d'un déplacement de leur collection, de la fatigue de remplir et vider les caisses, mais aussi de la joie de collectionneur que c'est d'arranger et réarranger ses livres. Je déballe ma bibliothèque, voilà, elle n'est donc pas encore dressée sur les étagères. Le léger ennui du classement ne l'a pas encore enveloppée. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont rendu possible cette exposition où l'on peut même toucher des livres. Donc, M. Olivier Boss, directeur de la Bibliothèque de l'Arsenal, M. Régis Toder, commissaire à la Bibliothèque de l'Arsenal, et Claire Hoffmann du Centre culturel suisse. Merci à nouveau à André Barliger, Philippe Milot et Catherine Desmet. Et merci aussi à Workmatter, l'agence de design franco-suisse qui a conçu la scénographie de l'exposition, et à Federico Barbon qui a créé l'identité visuelle du projet et de l'exposition. Vous retrouverez à la Bibliothèque de l'Arsenal la plupart des sources citées par Tschichold dans son livre. Bien sûr, il en manque. Certains ouvrages russes, déjà difficiles à obtenir avant la guerre, sont devenus impossibles à acheter. On m'a demandé si on pouvait payer en crypto-monnaie, et c'est au-delà des possibilités de l'administration de l'école. Pour l'instant. Pour les magazines, Tschichold a été un peu coquin parce qu'il s'est limité à citer leurs titres, ce qui nous a obligés à acheter ou reproduire des collections entières. Et on parle ici de quantités non négligeables, des cahiers publiés sur 10 ou 20 ans. Donc on n'a pas terminé. Vous allez trouver tous les ouvrages en libre consultation, sauf pour les plus précieux ou fragiles qui sont exposés en vitrine. Chaque source est numérotée.
je vous renvoie au site web de notre projet www.neue-bibliographie.ch, où vous allez retrouver des fiches de documentation expliquant de quoi traite chaque livre, comment il est utilisé par Chicold dans son ouvrage, quelles autres publications consulter pour obtenir plus d'infos, qui sont les graphistes et photographes qui ont contribué, là où on connaît cette info, quelles sont les dimensions de l'objet et finalement quelle édition vous êtes en train de consulter sur votre écran ou dans l'exposition. Pour conclure, quoi de neuf alors dans cette nouvelle typographie de Chicold? Alors d'un côté, il y a ce qui nous parle encore dans ce livre, après presque 100 ans, mis à part la réforme de l'écriture allemande en minuscule, qui n'est pas complètement avéré. Une large partie du monde utilise aujourd'hui le format A, établi par les normes DIN 198 et 476. Les polices sans empattement sont devenues un standard et les polices avec empattement sont également acceptées, économiquement et sans discrimination. Certains livres, parce que ça c'est une partie de la querelle des typographes modernes, la querelle des... Voilà, vous allez voir. Certains livres demandent une mise en page symétrique, d'autres non. L'image photographique est tellement omniprésente qu'on parle de pollution visuelle. Bien sûr que la vigueur juvénile de Chicold implique une mesure d'exagération qui lui a fait reconsidérer certaines de ses positions. Mais si on aborde la nouvelle typographie comme un document historique, comme un indicateur de son âge, alors on reconnaît de nombreux éléments de nouveauté. Les 16 polymathes de la liste d'adresses semblent annoncer une condition moderne de personnalités curieuses, douées dans plusieurs disciplines, engagées politiquement pour les progrès de la société, ainsi que pour le renouvellement de leurs disciplines, nomades ou dispersés par la diaspora imposée par les régimes nazis ou communistes. Si les femmes n'apparaissent pas formellement dans la liste du carnet d'adresses, les quelques-unes dont je vous ai parlé me semblent incarner les traits du débat actuel: égalité des sexes, identité de genre, lutte politique, soutien aux arts, recherche scientifique innovante. De l'autre, il y a ce qu'on découvre dans les références de ce livre, qui offre un portrait bibliographique des avant-gardes européennes des années 20 et qui en expose les complexités et les contradictions. N'est-ce pas intéressant que cette cohorte de graphistes et artistes engagés et opposés au totalitarisme se reconnaissent sous le titre d'artistes commerciaux, voire publicitaires? Le langage rhétorique de la publicité et de la propagande politique était un thème d'intérêt tant pour Lissitzky, qui soutenait das zielbewusste Schaffen, une création orientée vers les objectifs, que pour les membres du Bauhaus, qui deviennent des protagonistes dans les débats sur la publicité dans chacun des pays où la diaspora de 1933 les avait amenés. Je pense à Stravinsky en Italie, à Laszlo Moholy-Nagy et Walter Gropius aux États-Unis et bien d'autres. L'historien de l'architecture Manfredo Tafoe prononça lors d'une conférence une définition du travail de l'historien qu'il ne publia nulle part ailleurs et que je voudrais citer en conclusion. Le problème de l'historien est de comprendre avec la plus grande exactitude possible la vraie mentalité d'une époque, parce que quand nous utilisons des mots tels que architecture, homme, liberté, État, nation, femme, nous assumons que ces mêmes mots utilisés dans le XIVe, XVe, XVIe siècle avaient les mêmes signifiés, ce qui n'est pas vrai du tout. Si on dit aujourd'hui publicité, on a du mal à y reconnaître un engagement ou un but politique. Pourtant, la publicité, telle qu'on la voit maintenant, elle dérive des principes de la nouvelle typographie, des études d'Anna Berliner sur la perception et aussi de beaucoup d'autres sources. Mais ce lien entre culture au sens large, conception graphique et publicité me semble un peu perdu. Et néanmoins important. Comme écrivait Heinrich Wölfflin, qui était un historien de l'art suisse et qui fut professeur de Walter Dexel, un autre de la liste, au fil du temps, le style devient un schéma sans vie. L'esprit d'une époque doit donc être cherché ailleurs, donc dans la modestie des arts décoratifs. C'est ici que le sentiment de la forme est satisfait de la manière la plus rare, la plus pure. Et c'est ici qu'il faut chercher la naissance d'un nouveau style. Alors c'est aux designers de maintenir en vie la discipline sans tomber dans un style sans vie. Merci pour votre attention et j'espère vous voir jeudi.